Il était une fois un tireux de jarre, un homme simple et pauvre qui vivait péniblement d'un travail harassant. Il ramassait du matin au soir des cailloux dans le lit de la Loire pour ceux qui voulaient bâtir maison, décorer leur jardin, ou bien constituer de délicats sols avec des galets polis par l'usure du temps et des flots. Nous sommes au début de l'année 1789, une année de grande disette qui suivit un terrible hiver, comme on n'en vit guère en bord de Loire. Cette curieuse histoire mérite qu'on s'y attarde, pour tenter de comprendre les humains si c'est encore possible. Gustave n'avait plus de quoi manger. Les gens gardaient précieusement leurs maigres réserves et ne dépensaient leur argent que pour tenter de trouver pitance. Gustave, tout dépourvu qu'il était, se résolut à aller toquer aux portes de ses voisins, quémandant de quoi subsister encore un peu. Dans chaque maison, il recevait mauvais accueil et propos glacés. On le priait d'aller mourir un peu plus loin et de laisser tranquilles ceux qui avaient encore de quoi tenir le coup. C'est ainsi. La fraternité a ses limites, celle de la grande détresse par exemple. De rebuffade en contrariété, notre homme puisait dans sa détermination une énergie folle et un désir de survie de nature à soulever des montagnes. Ce qu'il ne pouvait obtenir par la pitié, il pouvait se l'approprier par la violence ou bien la ruse. C'est de ce second expédient qu'il usa. Il ne se nommait pas renard pour rien. C'est vers la grande et belle demeure du châtelain qu'il guida ses pas. Il demanda à voir ce personnage important, ayant à lui proposer une solution pour nourrir à peu de frais sa nombreuse domesticité. L'homme était pingre. Gustave se faisait fort de le gruger aisément. La suite prouva qu'il ne se trompait guère. Le nobliau le reçut, poussé à la fois par la curiosité, tout comme la perspective d'épargner plus encore ses deniers. Gustave lui affirma qu'en tant que tireur de jarre, il venait de percer le secret de la fameuse soupe de cailloux, celle-là même qui nourrit son homme quand il n'y a plus rien dans ses réserves. L'avare se frottait les mains. Voilà bien une formidable opportunité qui s'offrait à lui, d'autant plus miraculeusement que l'homme ne lui demandait rien en échange que la possibilité de préparer sa mixture dans ses cuisines. Le châtelain, que nous nommerons Harpagon pour ne pas ternir la réputation de ses descendants, fit passer la consigne auprès de ses domestiques. Chacun devait faire en sorte de laisser le brave Gustave préparer sa soupe des 4 galets, car tel était le nom de ce miracle de la nature. Devant tous les gens d'Harpagon, notre tireur de jarre expliqua qu'il avait découvert la composition de la plus économique des soupes. Il partit dans une longue explication, détaillant par moult détails les propriétés respectives des minéraux qui entraient dans la composition de la mystérieuse recette. Plus il parlait, plus il donnait d'informations, plus sa crédibilité grandissait parmi ses hôtes. Il savait que les crédules aimaient à se nourrir de belles paroles, et en la matière, il était homme à avoir la langue bien pendue. Son long exposé tenu avec brio, il sortit de sa besace 4 galets de belle taille, l'un en silex, l'autre en quartz, un de granit
et le dernier en balzane. Il affirma catégorique et péremptoire que nul autre assemblage n'était possible, et que seul un fin connaisseur de la chose minérale comme lui pouvait identifier sans risque d'erreur les bons cailloux à jeter le moment opportun dans la marmite, à la condition exclusive qu'ils vinssent de la Loire et de nul autre endroit. Pour l'heure, son auditoire buvait ses paroles, à défaut de pouvoir s'en nourrir, ce qui ne devait plus tarder à l'en en croire. Il fit quérir une énorme marmite en fonte, demanda qu'on allume le feu dans la cheminée et pendit la marmite pleine d'eau sur sa crémaillère. Quand l'eau commença à frémir, il y jeta le quartz, assura qu'il convenait de commencer par lui au risque de tout faire échouer. Puis, aux premières bulles qui éclatèrent à la surface, ce fut au tour du silex et du granit de rejoindre le premier galet. Cette fois-ci, précisa-t-il, il n'y avait pas de préférence pour l'un ou l'autre, mais que le mieux était de les jeter dans le même mouvement pour réaliser une osmose parfaite. Plus il expliquait, plus son public donnait de l'importance à sa parole. Il ajouta que pour le dernier caillou, il convenait que l'eau dans la marmite bouillonne à gros bouillon, et que c'était précisément à cet instant qu'il fallait y plonger le balsate et une poignée de gros sel pourvu qu'ils proviennent du faux-sonnage. Harpagon jura ses grands dieux qu'il n'avait chez lui que du sel dûment taxé. On se gaussa dans la cuisine, et le cuisinier en personne ajouta ce que Gustave exigeait. La marmite faisait grand bruit, les galets roulaient sous l'effet de l'eau en ébullition, sans qu'aucun parfum ne vienne enchanter les narines des spectateurs. Notre Tirejard demanda à chacun d'aller vaquer à ses affaires. La cuisson demandait en effet une paire d'heures pour que l'alchimie puisse s'opérer tranquillement. Gustave demanda simplement la présence de Toinette, une servante simplette qui aurait, selon lui, à touiller régulièrement le contenu de la préparation. Harpagon avait affaire et souhaitait aussi que son personnel ne reste pas inactif aussi longtemps. Il pria chacun de vaquer à sa tâche et confia la Toinette au service de Gustave. Quand tous furent partis, le gredin glissa quelques gentillesses à la petite avant de lui demander d'ajouter sans rien dire à personne un poireau dans l'eau. Elle fit ce qu'il lui demandait, puis alla chercher des pommes de terre, une citrouille, un gros navet, quelques carottes, du persil, des épices, et aussi un bon morceau de lard. Les galets malaxèrent le tout avec application et efficacité. Quand tous revinrent au bout de 2 heures, la cuisine sentait fort bon, mais plus rien n'était identifiable dans la marmite, si ce n'est qu'un bouillon parfumé et fort coloré. Harpagon se réjouit de ce miracle et demanda s'il était possible de refaire une soupe avec les 4 cailloux. Gustave d'affirmer qu'ils étaient à usage unique, mais qu'il pouvait lui vendre pour un bon prix un sac contenant des galets n'ayant jamais servi.
il acceptait de faire commerce avec lui pour peu qu'il lui fît cadeau d'un bon peu de la présente soupe. L'affaire fut conclue, et nos Tireja repartit avec de quoi manger et une bourse bien pleine. Quant à Toinette, elle eut droit à un gros béco dans le cou, ce qui enchanta la petite et acquit à jamais son silence.